Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode du Winemaker Show où je reçois Coralie de Boire, une vigneronne passionnée à la tête de la fleur de Boire et du clos de Boire. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager autour de vous et à en parler. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Coralie. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici à Bordeaux. Alors Coralie, on va parler de beaucoup de choses parce que tu es un peu un personnage emblématique du milieu bordelais, en tout cas avec de multiples facettes ici. Mais avant de commencer tout ça, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, moi je suis Coralie de Boire, j'ai bientôt 40 ans, j'ai grandi à Saint-Émilion, je suis une enfant du vin. J'ai eu la chance de grandir aux côtés de mon père Hubert de Boire au château Angélus où j'ai fait mes armes, des armes un peu solides aujourd'hui pour être une femme du milieu du vin. Je pense que j'ai gagné ma légitimité en apprenant tout de lui et en apportant ma plus-value aujourd'hui sur les propriétés que je gère. Donc, j'ai grandi au château Angélus, ma chambre était attenante au chai. Aujourd'hui, je peux encore me souvenir du ronronnement des pompes pendant les périodes de vinification. Ma chambre était la chambre de mon arrière-grand-mère qui avait un accès direct dans les chais, puisqu'elle était vigneronne elle aussi. Et du coup, j'ai des madeleines de Proust qui sont les effluves de vinification qui traversaient le placo qui séparait ma chambre du chai, ou encore aujourd'hui les odeurs du chai à barrique où j'allais rejoindre mon père en sortant des cours. Il était hors de question que je rentre à la maison pour faire mes devoirs sans être allée l'embrasser dans les chais, faire quelques minutes de houillage ou d'échantillonnage avec lui. Et le matin aussi, avant de partir, il était hors de question d'aller à l'école sans passer par les chais pour déguster chaque cuve et voir son évolution tout au long du cycle de fermentation. Ça fait rêver quand on entend ça, c'est en tout cas déjà très poétique. À partir de quel âge t'allais comme ça dans le chai, toute petite Okay. Toute petite. J'ai appris à découvrir les différentes senteurs en me promenant dans les vignes ou dans les bois avec mon père. Et puis au fil du temps, à aller déguster, évidemment, pas beaucoup, hein, mais chaque cuve, du stade de jus jusqu'à la mise en bouteille. C'est assez incroyable. Est-ce que du coup tu t'es formée comme ça Oui, je suis assez autodidacte en tant que vigneronne. Je me suis formée, en tout cas sur toute la partie vigne, en ayant mon argent de poche à la sueur de mon front. C'est-à-dire que mon argent de poche, il n'est jamais arrivé comme ça dans ma poche. Mon père m'a dit, on va vous donner la valeur des choses. Donc j'ai su aussi combien on gagnait à l'heure en travaillant dans la vigne, le travail qui était pénible, mais en même temps passionnant. Moi, j'étais très fière d'avoir mon hectare de vigne très tôt, tout simplement parce qu'un jour, j'ai fait une petite bêtise pour faire le cadeau de fête des mères qu'on n'avait pas fait à l'école. J'ai fait un peu de pâte à sel, j'ai mis ça sur une magnifique feuille d'aluminium et j'ai mis ma pâte à sel au micro-ondes et je suis montée dans ma chambre. Donc j'ai mis le feu à la cuisine. On m'a pas fâchée, mais on m'a dit, voilà, tu vas aller le mercredi après avoir fait tes devoirs et puis le week-end, voir un petit peu comment on fait pour gagner sa vie et puis combien d'argent il faut pour réparer ce que tu as cassé. Et à partir de là, j'ai dit, mais moi je veux continuer. J'étais fière de gagner mon argent, d'avoir la valeur des choses, de savoir gérer mon hectare de vigne, de la taille jusqu'à la mise en bouteille. C'est génial, ça, ouais. c'est peut-être la meilleure punition. C'est la meilleure punition que j'ai pu avoir. J'en ai eu d'autres, elles n'étaient pas aussi bonnes, mais celle-ci, je ne l'ai jamais ressentie comme une punition parce qu'en fait, le vin, c'est une passion depuis que je suis née. Elle a été transmise dans ma famille depuis 9 générations. On n'a jamais été forcé en quoi que ce soit. C'est venu de manière très spontanée. Et toute petite, j'ai toujours voulu faire du vin. J'ai pas eu le rêve d'être une princesse ou comme beaucoup de petites filles peuvent l'avoir. J'ai toujours rêvé de faire du vin. C'est vraiment formidable. Du coup, sur ta scolarité, comment ça se passe ? Alors bon, ça remonte à maintenant à quelques années. Merci de me rappeler que je vais avoir 40 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la légitimité, ta légitimité, elle se fait pas par les études que tu as fait ou par le moment où tu as Non, c'est l'expérience au fil du temps, bien sûr. Exactement, c'est plus dans ce sens-là que je l'entendais. Est-ce que
comment ça se passe? Parce que vu que tu as cette passion qui est en même temps que tu gères déjà ton hectare de vigne, que tu travailles déjà quasiment en permanence en fait dans les vignes, comment se passe ta scolarité? Est-ce que à un moment donné tu t'arrêtes pour te consacrer uniquement à ta passion? Non, j'ai jamais arrêté. De toute façon, je pense que c'était pas envisageable à la maison. On voulait simplement nous donner le meilleur bagage possible. C'était pas le bagne, ni même d'ailleurs de tenir mon hectare. Ça n'a jamais été le bagne. C'était quand je voulais et c'était que du plaisir. Ma scolarité, j'ai d'abord fait des études littéraires parce que en discutant avec mes parents, j'avais 2 frères et il était plutôt question que je sois interprète. Bon. Alors je fais mes études littéraires, mais j'aime ça, mais il y a un vrai manque. Donc progressivement, j'en parle avec mes profs principaux. On bifurque avec l'option maths, que j'aimais pas du tout. J'ai jamais aimé les maths, j'ai toujours été nulle en maths, mais par contre, j'ai toujours aimé la physique, la chimie. Et quand il fallait aller faire des stages en section littéraire, j'allais faire mes stages dans l'œnologie. Donc mes profs comprenaient rien quand je revenais. Mais je montrais quand même mon ambition plutôt à faire du vin qu'autre chose. Alors après, j'ai vite compris que faire du vin, c'est bien, mais il faut savoir le vendre. Donc les langues étaient importantes pour voyager à travers le monde, comprendre la philosophie de chaque continent, parce que vous alliez aux États-Unis, en Asie, en Europe ou en France, la philosophie, la vision du vin n'est pas du tout la même. Donc il faut savoir aborder les gens de manière différente. Progressivement, j'ai fait mes stages par les écoles de commerce international. J'ai fait mes stages chez mes importateurs, voilà, pour comprendre comment ils fonctionnaient, leur donner aussi l'envie de déguster les vins de la famille, leur de faire comprendre notre philosophie, donc c'était un super échange. Une taupe chez les importateurs. Voilà, exactement. Ouais. J'étais bien planquée, mais j'ai beaucoup appris, et puis ils ont appris à me connaître, à connaître mes ambitions, à connaître mes facultés, à partager, parce qu'il ne faut pas oublier que le vin, c'est un gros symbole de partage, d'échange. On crée des liens incroyables autour d'une belle bouteille de vin, des liens qui vont se perpétuer jusqu'à la fin de notre vie. Donc moi, c'était le message que j'avais envie de passer. Pourquoi on fait un métier qui est dur, parce que c'est un métier passionnant, mais on est dépendant de Mère Nature qui peut être très généreuse et nous rappelle de temps en temps qu'il faut l'accompagner aussi pendant cette année de labeur qu'il y aura dans le vignoble. Et ces échanges que j'ai pu avoir avec mes importateurs m'ont beaucoup apporté. Je pense que ça leur a aussi beaucoup apporté, en tout cas. La fidélité qu'ils ont aujourd'hui à vendre nos vins, à les partager avec leurs consommateurs, elle est due à ces échanges qu'on a pu avoir ensemble. Donc voilà, moi j'ai fait d'abord littéraire et ensuite commerce international. Et après avoir fini mes études de commerce international, je suis revenue à la fac de Bordeaux où j'ai étudié aux côtés des grands œnologues bordelais. Okay. Et donc là, tu finis cette formation. Qu'est-ce que tu fais juste après? Juste après, je repars à Angélus. Et puis je dis à mon père, voilà, j'ai fait mes preuves. Je voudrais faire du vin. Il me dit, écoute, il n'y a pas forcément de la place pour ça, mais par contre, il y a de la place à Angélus pour aller faire la promotion des vins, les vendre, etc. Donc je m'organisais pour partir, mais jamais au moment des vendanges. Il faut toujours être là au moment des vendanges et participer au vin du millésime. Toutes les forces sont bonnes à prendre. Toutes les forces sont bonnes à prendre. Donc de 2002 à 2012, je travaille à Angélus. Okay. En 2013, je pars à la Fleur de Boire, où là on a une propriété magnifique qui sert plus de laboratoire expérimental avec un terroir incroyable. On est à la lande de Pomerol, aux côtés des plus grands Pomerol. On est sur le plateau de Pomerol. Je me dis, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, tout au long de mon cycle à Angélus, j'ai toujours voyagé aussi avec la Fleur de Boire. Mais là, je me concentre à 100% sur la Fleur de Boire où j'ai pris la gérance de la propriété. D'accord. Alors, en fait, donc du coup, la Fleur de Boire, c'était une propriété qui était déjà à Angélus, c'est ça? Non, en fait, la Fleur de Boire, c'est une propriété qu'on a achetée avec mon père en 1998. Okay. Donc, c'est vraiment Hubert de Boire et ses enfants. Okay. C'est évidemment l'entité de Boire. On est dans la même philosophie, le même savoir-faire, un savoir-faire ancestral, mais en famille avec mon père, mes frères, ma sœur et moi. D'accord.
Et là, aujourd'hui, je suis seule, puisque ma sœur est à Angélus, mon frère a rejoint sa belle famille, et mon petit frère Quentin me rejoindra peut-être ou fera autre chose, on verra. Super. Voilà. Alors, il y a une question qui est un tout petit peu galvaudée, mais je vais la poser quand même. C'est pourquoi ne pas être resté à Angélus ? Parce que moi, j'aime les challenges. Les challenges, donc oui, on est à la Lampe de Pomerol, on a un terroir incroyable, et dans la tête des gens, je voudrais qu'on comprenne bien que quand il y a un vigneron passionné, un grand terroir, on est toujours à même de faire un grand vin si la nature nous le permet. Et aujourd'hui, ces vins de terroir, ces vins de vignerons sont des vins de plaisir incroyable, avec une accessibilité tant sur la buvabilité, mais aussi le potentiel de garde, et une accessibilité de prix incroyable. On prend un plaisir immense à partager une bouteille de la Fleur de Boire, parce qu'aujourd'hui on parle de la Fleur de Boire et de Château Clos de Boire ou de Dame de Boire, mais plein d'autres appellations sont incroyablement riches en terroir et peuvent générer des plaisirs incroyables. Les premiers grands crus classés aujourd'hui, c'est génial d'en avoir dans sa cave, c'est génial de pouvoir en partager, mais c'est pas accessible à tous. Et aujourd'hui, il faut le crier haut et fort, on fait des grands vins avec des grands terroirs et des personnes passionnées autour. Et c'est pas forcément un premier grand cru classé à Saint-Émilion ou dans le Médoc, ou un premier cru en Bourgogne, ou des vins qui ne sont pas accessibles à tous. Mais l'accessibilité et le plaisir du vin, on la trouve vraiment aujourd'hui par des grands vins de vignerons. C'est très vrai. Il y a un de nos invités assez récent dans ce podcast disait la vérité, elle se trouve dans le verre. Oui. Et pas du coup sur l'étiquette ou pas sur ce que la bouteille peut représenter, mais sur le travail qui a été fourni, l'attention qu'on a mis à cultiver la vigne, à vinifier le vin pour obtenir un nectar absolument délicieux et qui fera plaisir à tout le monde, qui fera plaisir à partager. Et ben moi j'ai une anecdote comme ça quand j'étais à la fac. C'était Denis Dubourdieu d'ailleurs qui était mon prof à cette époque-là. Et en fin de présentation, il y avait toujours une dégustation de diverses choses. Mais là, on avait du Pétrus et un autre vin. Donc évidemment, il fallait noter les vins. On a tous noté bêtement le Pétrus au-dessus du vin qui était à côté. Sauf qu'en fait, ils avaient juste échangé d'une bouteille à l'autre les contenants. Donc on a noté un Bordeaux supérieur au-dessus d'un Pétrus au final. Donc la vérité est dans le verre. Et on a beau dire, mais l'influence de l'étiquette, du nom, de l'image, de la notoriété, elle est loin d'être nulle. Ouais. Elle est toujours présente, très marrante comme anecdote. Comme anecdote, on était tous scotchés, un peu vexés quand même, parce que l'amour-propre a été touché, mais... L'ego prend un coup sur oui, c'était drôle en fait. dégustation. En sortant, on s'est tous dit, mais on s'est laissé prendre comme des débutants qu'on était à l'époque, oui. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on me le refait, je retombe dans le panneau. Ah oui ? Oui. Je me permettrai pas de dire que je suis plus forte que quelqu'un d'autre et à l'aveugle, c'est une grande leçon d'humilité, mais alors quand on inverse les contenants d'une bouteille, voilà, c'est une bonne leçon aussi. Mais on s'est souvent rendu compte au fur et à mesure des dégustations et des interviews qu'on a pu avoir dans ce podcast que justement le vin est vraiment un milieu d'humilité, comme tu le disais, parce que on est toujours face soit à la nature ou aux conditions climatiques, côté production on va dire, et côté dégustation, mais on est face à ses sensations, à son palais, et on n'est pas toujours en capacité de tout reconnaître ou parfois on est tout simplement surpris. Mais il ne faut pas toujours chercher à tout reconnaître, mais essayer de comprendre. Absolument. Et c'est pour ça que quand j'ai des dégustations comme ça à l'aveugle, parce qu'on a quelques groupes d'amis avec qui on aime bien partager ce genre de raisonnement, donc on fait des dîners autour de bouteilles à l'aveugle, mais quand on ressort la chaussette de la bouteille, on est parfois émerveillé et du coup ça génère des petits voyages de copains sur des appellations comme Côte-Rôtie, Côte-du-Rhône, Châteauneuf, la Bourgogne, le Languedoc, la Champagne, et on apprend énormément et on apprend aussi à se différencier parce que tiens, comment tu fais pour avoir ça et pourquoi moi j'arrive pas à avoir ça? Tiens, oui, si tu travailles comme ça, peut-être que si j'essayais, je cherche pas à avoir le même vin qu'un autre, mais à apporter une touche différente.
et dire tiens, il faut goûter mon vin parce que il y a cette touche-là, cette note-là, elle est différente. Bah oui, je suis allée la chercher là-bas, j'ai échangé avec un tel, et c'est un enrichissement incroyable. Oui, c'est merveilleux ces petits voyages pour découvrir un petit peu ce que font les uns les autres. Justement, c'est une question que je voulais te poser, mais du coup tu as répondu, c'était... alors je me doute que tu dégustes régulièrement tout ce qui se fait à Bordeaux, puisque tu te tiens naturellement au courant de tout ce qui se passe, et c'est normal. Mais je voulais justement savoir si tu te concentrais aussi sur les autres régions en France ou même à l'étranger. Oui. Et du coup la réponse est oui. La réponse est oui. Oui, moi je goûte tout et on n'a jamais assez goûté en tout cas dans notre milieu, parce que sinon on se formate un palais à déguster toujours les mêmes vins, ou les vins d'une région ou les vins d'une appellation. Et je me souviens de pas mal de choses vécues avec mon grand-père. Mon grand-père, pour lui, Angélus, c'était Saint-Émilion. Bordeaux, on était presque à l'export. Alors quand on sortait de Bordeaux, c'était le grand export. Et moi, je m'amusais tout le temps à lui amener des vins d'ailleurs, lui faire à l'aveugle, et il trouvait ça super bon. Et je lui dis, tu vois, tu t'es empêché de te faire plaisir en te mettant des barrières. Et je lui ai amené des vins d'autres régions françaises, mais aussi des Australiens, des vins autrichiens, des petits blancs d'Alsace. Et il prenait un plaisir monstrueux à les déguster. Donc on a eu des grands moments de partage avec mon grand-père, jusqu'à la fin d'ailleurs. Il nous a quittés à 97 ans, en buvant sa bouteille d'Angélus tous les jours. Ma grand-mère avait droit à un verre par repas, mais lui, il finissait la bouteille. Tous les jours de sa vie, il a eu sa bouteille d'Angélus, en plus de d'autres bouteilles quand on arrivait. Incroyable, ces moments de partage, ces souvenirs. Ah, mais le vin, c'est le partage. C'est l'échange et le partage. Et pour moi, quand on a des millésimes qui peuvent être plus difficiles, comme 2017 où on attendait les raisins qui n'arrivaient pas, je vous assure qu'il y a eu quelques larmes de verser, parce que je me disais, mais comment je vais faire pour vinifier ça ? C'est pas possible, j'ai qu'un fond de cuve. Bon, finalement, les choses sur certaines parcelles se sont arrangées, mais je me rechargeais les batteries en pensant au plaisir que j'allais peut-être arriver à générer autour de certaines tables avec les bouteilles qu'on était en train d'essayer de produire sur des millésimes compliqués. Et encore une fois, il faut bien se souvenir que des millésimes difficiles, ça ne veut pas dire des mauvais millésimes. Et puis parfois, ils sont peut-être plus difficiles, mais la nature fait bien les choses aussi. Il y a des millésimes comme 2015, 2016, 2009, 2010, ou encore même 2000, qui sont des millésimes à attendre. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On va boire des 2017, des 2007, des 99, des millésimes qui ont peut-être moins d'aura dans la tête d'un consommateur qui a entendu parler du millésime par un critique ou un autre. Mais avant tout, il faut venir déguster, parce que moi, je juge personne. Qui je suis pour juger ? Et surtout, je jugerai jamais personne sans avoir vérifié mes sources auparavant. C'est très vrai, mais prenez du coup le temps de déguster, faites le plus de dégustations possible, mais je suis sûr que de toute façon les personnes qui nous écoutent le font déjà, donc voilà. Il n'y a pas de souci. J'imagine que si vous écoutez, c'est que c'est des consommateurs avertis. Voilà, j'espère en tout cas, je sais pas, à vous de me le dire. Revenons sur la fleur de boire. Donc là, tu reprends ça en 2012 ? En 2012. Ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le premier jour ? Est-ce qu'il y a un premier jour déjà, et s'il y en a un... Non, parce que j'ai toujours considéré depuis l'achat faire partie de l'aventure, puisque je voyageais déjà avec les vins de la fleur de boire, et puis je me partageais quand même, j'avais besoin... Pour parler d'un vin, il faut vivre l'expérience. Donc oui, j'étais sur Angélus, mais je prenais ma voiture, on n'est qu'à 10 km, et je venais voir comment se passaient les vendanges à la fleur de boire. On est sur le plateau de Pomerol, donc on est beaucoup plus en avance au niveau du cycle végétatif de la vigne. Donc les vendanges vont se faire environ 10 voire 15 jours avant. Oui. Ce qui nous permet de pouvoir échelonner aussi notre travail et d'être assez à l'aise dans nos allers-retours, que ce soit mon père ou moi, entre les propriétés. Parce qu'aujourd'hui, en ayant aussi le château Clos de Boire, ça fait encore une structure supplémentaire. Et là, j'ai rejoint les coteaux de Saint-Émilion, donc je me retrouve à peu près sur les mêmes créneaux que sur Angélus pour mes vendanges. Un petit peu plus tardif, donc c'est pratique aussi. Donc ça. Et donc du coup,
Est-ce que ton père t'a dit quelque chose au moment où tu as repris Fleur de Boire, où tu as commencé à gérer le château? Non, en Est-ce fait, qu'il t'a donné c'était... un conseil Oh bah, Enfin, je suppose qu'il t'en donne. En fait, le gros vous échangez, avantage bien de toutes tous ces souvenirs dont je vous ai parlé, que ce soit dans les chais petites, dans le chai à barrique, sur ma petite parcelle de vigne, mais c'est cette complicité qu'on a développée tous les deux parce que des souvenirs comme ça, c'est riche et c'est juste génial d'avoir pu développer une complicité père-fille aussi forte. Donc aujourd'hui, moi je regarde mon père dans les yeux, je sais ce qu'il pense de moi et il sait ce que je pense de lui. Il sait si j'ai besoin de lui ou si j'ai pas besoin de lui. Je l'appelle, il sait très bien que je vais pas l'appeler pour rien et je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je l'appelle et ses conseils seront les bons. Voilà, que ce soit sur la Fleur de Boire ou que ce soit au Clos de Bois. Après, il n'a jamais lâché la Fleur de Boire. Hier, j'y étais, il y était. Ah oui, d'accord. Et il s'est cassé la cheville au ski, mais il était à la Fleur de Boire. Et rien ne l'arrête et rien ne m'arrête non plus. Moi, j'ai eu une opération. Le lendemain de l'opération, j'y étais. Et rien ne m'arrête. Parce qu'une passion, ça vous pousse très très loin. Et c'est ce qui nous permet de traverser des moments un peu difficiles. C'est très vrai. C'est très vrai. J'avais l'impression que tu voulais rajouter quelque chose. Donc Non, j'attends. Ok, tout va bien. Donc, la Fleur de Boire, c'était en 2012. Le Clos de Boire, ça arrivait... En 2016. En 2016, donc 4 ans plus tard. Et là, c'est uniquement toi? Oui. Ok. Et donc, depuis toute petite, je rêvais d'avoir mes vignes. Et puis, j'ai cherché, surtout à partir de mon arrivée à la Fleur de Boire. Je cherchais 3-4 hectares pour m'amuser, pour avoir un petit peu mon jardin secret à moi, mon endroit pour me ressourcer quand j'en ai envie. Et puis, je tombe un jour sur cette propriété, sur les coteaux sud qui font face aux coteaux nord de Saint-Émilion. Donc, je suis voisine de Fontbrouge, de Rocheron, de Trelon-Mondeau. Voilà, je suis vraiment en face de toutes ces belles propriétés. J'ai la Barbanne qui me sépare de Saint-Émilion et qui m'amène à Montagne Saint-Émilion sur des argiles calcaires magnifiques. Puis on me dit il y a 30 hectares. J'ai quand même 30 hectares, c'est énorme. Mais en voyant le terroir, je dis je peux pas laisser passer ça. Donc j'ai acheté 30 hectares en Montagne Saint-Émilion où je fais le château Clos de Boire et Dame de Boire. D'accord. Donc là, oui, c'est un gros challenge. Comme je vous le disais tout à l'heure, le challenge, c'est un peu mon truc. J'ai jamais eu peur. Dès que j'ai su que j'allais acheter cette propriété, j'ai commencé à travailler sur mon étiquette en me disant il faut que ce soit quelque chose de féminin. Mais je suis pas une féministe. Je veux que ce soit un vin qui donne envie à tout le monde, une étiquette qui tienne dans le temps. C'est pas une étiquette d'aujourd'hui et puis dans 5 ans, elle sera obsolète. Donc j'ai travaillé là-dessus. Donc, je collectionne les camées. Donc j'ai décidé pour Dame de Boire de faire un buste, un camé. Il m'a dit mais non, mais ça marchera jamais. Je dis on va essayer, on verra. Mais le camé, personne n'a encore une étiquette avec un camé. Donc c'est une étiquette qui attire l'œil tout de suite. C'est une étiquette qui plaît tant dans la restauration que chez un caviste. Ou quand je voyage, les gens trouvent que l'étiquette est géniale. Elle est différente et donc ça marche très bien. Et puis dans l'étiquette de Clos de Boire, en fait, j'ai raconté mon histoire. Okay. Donc c'est un feuillage, une étiquette ronde, et tout autour de ce feuillage, il y a mon histoire. Il y a l'église de Saint-Émilion parce que je suis une enfant de Saint-Émilion. Il y a mes barriques parce que lors du bilan prévisionnel de la propriété, on m'avait dit non, mais les barriques, ça sera trop cher. Donc je les ai dessinées dessus et je les ai achetées. Il y a la combe de Saint-Christophe-des-Barbes, puisque Château Clos de Boire est dans la combe de Saint-Christophe-des-Barbes. Il y a la couronne des armes de ma famille, que j'ai sortie des armes. Il y a le lion des armes de ma famille qu'on retrouvera sur toutes les propriétés familiales. Il y a mon chien, Cayenne, mon Jack Russell, qui me suit tous les jours, dans les chais, dans les vignes, elle m'accompagne partout. Il y a les initiales de mes enfants, Oscar et Gaspard. Et puis il y a mon cœur qu'on retrouvera sur toutes mes capsules, toutes mes étiquettes, parce que tout ce que je fais, c'est avec passion et avec beaucoup de cœur.
Donc j'ai tenu à le mettre. Voilà, c'est peut-être le côté un peu ringard féminin, mais ma passion, je tiens à la partager avec tout le monde. Non, c'est très très intéressant et maintenant vous savez tous décrypter cette étiquette du Clos de Boire, on y sera attentif. Ben, je suis pas capable d'être partout, j'ai pas encore le don d'ubiquité, donc je raconte mon histoire à travers mon étiquette. Voilà, Non, et c'est vrai que de l'avoir partagé aujourd'hui, ben, je pense que les gens seront plus attentifs à l'étiquette. Non, mais c'est aussi une. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu aussi une preuve de courage de mettre son histoire personnelle sur l'étiquette de son vin, parce que c'est vraiment relier un produit à sa personne directement. Oui. Et en fait, on peut. Enfin, c'est clivant en quelque sorte, parce Oui. que des personnes n'aimeront pas le produit, enfin, on leur souhaite pas, mais ça donne en tout cas une responsabilité au produit d'être vraiment en adéquation avec la personne et d'avoir cet alignement. Et c'est ce que je dis tous les jours. Moi, je fais d'abord un vin qui va me faire plaisir et que j'aurai plaisir à partager. Alors, le mot partage sera ressorti peut-être une centaine de fois aujourd'hui, mais c'est très fort. Pour moi, je ne suis pas un vendeur de tapis. Donc, avant tout, je fais quelque chose qui me plaira. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme tout. Je veux dire, une maison ne plaira pas à tout le monde, la décoration d'une maison sera à l'identité de la personne qui va l'habiter, ça plaira ou ça plaira pas, mais mon vin, je le fais avec conviction et je le dis aux gens quand je fais une dégustation, que ce soit au Palais de la Bourse ou à l'autre bout du monde, j'ai fait le vin que j'avais envie de partager avec vous, il vous plaira, mais s'il ne vous plaît pas, je ne serai pas vexée. Les goûts et les couleurs, c'est très important et c'est une question d'objectivité. Et moi, je travaille en toute objectivité, en toute transparence. Alors, sur l'étiquette du vin, tu parlais du lion qui était présent sur toutes les bouteilles. Oui. Donc Clos de Boire, Fleur de Boire et Angélus. Fleur de Boire, le lion de la Fleur de Boire qui est le deuxième vin D'accord. de la Fleur de Boire. En fait, en arrivant à la Fleur de Boire, je me suis amusée à décortiquer les armes de ma famille et à prendre le lion et sa couronne qu'on a posé sur l'étiquette de la Fleur de Boire, qu'on dégustera ensemble tout à l'heure. Le lion, c'est le roi des animaux. Il est en or à chaud, doré. Et puis on lui a posé sa couronne, puisque c'est le roi des animaux. Donc c'est un symbole fort en Chine, parce qu'il est doré, parce qu'il a une couronne, parce que le roi des animaux. Et puis en même temps, il est beau. Il a sa particularité d'être un lion d'armes. Donc c'est pas le lion que vous allez croiser quand vous allez faire un safari en Afrique. Le lion, vous allez le retrouver avec ses étoiles sur le lion de la Fleur de Boire, qui est la deuxième étiquette du château de la Fleur de Boire. Donc il est majestueux sur l'étiquette avec ses deux étoiles qui font aussi partie des armes. Mais là, on lui a retiré sa couronne pour le différencier. Ensuite, on va retrouver le lion sur toutes les capsules d'Angélus, puisque c'est les armes de notre famille. Et puis, à l'exception de la Dame de Boire, on ne retrouve pas le lion. Voilà, je suis en train d'y penser. Mais il y a mon cœur. Ok, bon, c'est déjà pas mal. La question sous-jacente que j'avais, c'est comment est-ce que vous gérez la marque entre ces trois propriétés, ces trois domaines? Est-ce qu'il y a un alignement? Est-ce que vous discutez de la gestion de marque, du positionnement des vins ensemble? Alors, Angélus est géré de manière complètement différente. Donc on l'a, entre guillemets, désolidarisé de la Fleur de Boire et Clos de Boire, en tout cas pour tout ce qui est représentation. Alors il va arriver sur certaines dégustations qu'on retrouve tous les vins de la famille, mais en règle générale, on va voyager avec la Fleur de Boire, avec le Clos de Boire et avec la déclinaison des vins de la gamme Hubert de Boire, avec son Chardonnay, son Sémillon, sa Syrah, voilà. On a décliné toute une marque qui permet d'alimenter tout un repas sur un accord mets et vin. Pourquoi? En tout cas, ça c'est mon idée. Je pense que Angélus n'est pas du tout dans la même catégorie de prix, donc on va pas aller rechercher le même consommateur. On va trouver toute une gamme de consommateurs totalement différents qui sont prêts à mettre un certain budget dans une bouteille d'Angélus, et puis un consommateur encore différent
pour toute la gamme de produits Fleur de Boire, Clos de Boire, Dame de Boire, Le Lion, qui vont être des produits qu'on va trouver entre 18 et 40 euros en fonction des millésimes, bien sûr. Et là, j'ai pris la gamme de Dame de Boire, Le Lion, et puis Fleur de Boire et Le Clos. Voilà. Tu évoquais la Chine Oui. tout à l'heure, juste en parlant du Lion. Est-ce que c'est parce que tu as des ambitions là-bas, tu commences à peut-être y vendre du vin ou est-ce que c'est juste des voyages qui ont généré... Les vins de Fleur de Boire ou de Clos de Boire sont distribués partout dans le monde. Ok. C'est très important pour moi d'avoir une distribution complètement éclatée. Vous imaginez ma fierté quand j'arrive à Shanghai, que j'ouvre une carte de vin et que je vois mon vin, ou quand je vais à New York ou à Chicago et que je vois mon vin chez un caviste, ou que j'aille n'importe où en Europe et que je retrouve à nouveau mon vin ouvert sur la table voisine. Je suis très heureuse, je suis très fière et je suis consciente de l'impact que mes voyages peuvent générer. Et c'est important pour moi de jamais donner une exclusivité à qui que ce soit, parce que je crois en le potentiel de chaque négociant qui va avoir un circuit différent pour distribuer mes vins. Certains négociants sont plus spécialisés sur l'export en Asie, d'autres sur l'export en Europe, d'autres sur le CHR. Je néglige le travail de personne et je préfère ne pas donner d'exclusivité sur mes vins pour vraiment offrir à chacun l'opportunité d'aller les travailler à l'autre bout du monde ou proche de chez lui. Super. Où est-ce qu'on les trouve en France? On les dans trouve, la restauration, dans des On les bars à trouve vin aussi bien dans la restauration, dans un bar à vin ou chez un caviste. Okay. En tout cas, si les gens rentrent chez un caviste, qu'ils aimeraient trouver mon vin et qu'ils ne le trouvent pas, ils ont juste à m'appeler. Mon numéro est très facile à trouver et je suis très disponible et je serai toujours disposée à faire le nécessaire pour que mon vin soit présent n'importe où. Ça marche. Et bien, le message est passé. Si vous rendez chez votre caviste et que vous ne trouvez pas ces vins, vous savez à qui faire appel. D'ailleurs, puisque tu mentionnes ton numéro de téléphone, où est-ce qu'on te suit? Est-ce qu'on peut te suivre? Je sais pas, est-ce qu'il y a... Alors, il y a les réseaux sociaux, je crois qu'il y a Instagram pour la Fleur de Boire et le Clos de Boire. Oui, mais il y a aussi Facebook, il y a Twitter. Alors c'est vrai que Twitter, j'avoue que je suis pas très forte, donc je préfère Instagram, Messenger, Facebook. Et puis ensuite, j'ai une page qui est www.châteauclosdeboire.com et puis www.lafleurdeboire.com. Super, de toute façon on mettra tous ces liens dans la retranscription de cette interview et dans les commentaires, comme ça ce sera facilement accessible pour tout le monde. J'ai une question sur la première récolte au Clos de Boire, puisque oui. c'est le dernier. Donc c'était 2016 tu l'as racheté. Oui. Est-ce que la première récolte était 2016 aussi? C'était déjà en activité? La première récolte était 2016, mais dans le cadre de la négociation, j'ai dit je veux bien acheter cette propriété à condition que je réalise le millésime. Pour réaliser un millésime, eh bien, il faut aussi suivre la vigne, le terroir. Donc j'ai pris en main la propriété le 1er mai. Okay. Et j'ai suivi tout l'été dessus, à ma manière, avec des vendanges vertes, des effeuillages, un travail du sol délicat parce que le vignoble était bien tenu, mais forcément à chacun sa méthode, à chacun sa philosophie, donc j'y ai amené progressivement ma philosophie. J'ai signé le 26 septembre, et heureusement que c'était une vendange un peu tardive pour démarrer la vendange le 3 octobre. Ah oui. Voilà. Donc, pas de répit. Pas de répit. Mais de toute façon, on n'aime pas le répit chez nous. Et un millésime incroyable, vraiment incroyable, tant sur la qualité, vraiment le millésime béni des dieux, où tout est arrivé quand il le fallait, que ce soit le soleil, la pluie, la chaleur, le volume. Donc c'était quand même très bien, parce que quand on est à Montaigne-Saint-Émilion, on ne vend pas sa bouteille au même prix qu'un Saint-Émilion ou qu'un Pomerol. Donc tout en arrivant à récolter qualitativement, il faut avoir un minimum de volume pour faire vivre la structure. Et tous les éléments étaient réunis, donc pour moi c'était juste magique
et un accomplissement incroyable d'un rêve de petite fille. Et là, je pense que on n'a jamais fini de s'épanouir dans la vie parce que je me sens plus épanouie que jamais depuis que j'ai acheté cette propriété. Ça fait plaisir à entendre et c'est vraiment très bien. Est-ce que, à l'inverse, il y a eu des moments de doute ou de difficulté sur ces propriétés? Je pense qu'une personne qui n'a pas de doute, personne n'est surhumain. En tout cas, moi, je vis avec mes doutes et mes doutes me font avancer puisque ça pousse à la réflexion. Oui, on a toujours des doutes, surtout quand on se retrouve face à un millésime de gel en 2017, deuxième année, où j'ai perdu 70% de ma récolte. Donc tous les projets d'investissement que j'avais pour restructurer mon vignoble, est-ce que je les garde? Est-ce que je continue avec cette conviction que ça va être difficile cette année, mais ça ira mieux l'année prochaine? J'ai jamais lâché l'affaire et j'ai restructuré l'intégralité de mon vignoble aujourd'hui. J'ai fait les travaux qu'il fallait dans mes chais pour arriver à travailler en harmonie avec le respect que je souhaite apporter à mon vin. Donc je travaille par gravité autant sur la Fleur de Boire que sur le château Clos de Boire. Aujourd'hui, j'ai mis en place les investissements qu'il faut pour obtenir la certification HVE3 que j'ai obtenue le 1er janvier. Bravo, voilà, félicitations. une belle ouverture de la nouvelle année. Donc entre 2016 et 2020, j'ai obtenu ma certification HVE3 avec conviction. Alors, c'est pas pour dire je suis HVE3, faut acheter mon vin, c'est vraiment j'ai dans l'idée que un de mes enfants peut-être prendra la succession, il sera jamais forcé, s'il veut faire autre chose, il fera autre chose. Mais pour offrir quelque chose de beau, il faut savoir respecter la nature. Et plus on respecte la nature, plus elle nous le rend dans le verre. Donc le respect du travail du sol, de la vigne, et puis le respect d'un travail par gravité pour faire en sorte que tous les consommateurs s'y retrouvent. Parce qu'on a un nouveau goût, un nouveau palais qui s'est fait aujourd'hui chez le consommateur. Il n'a plus forcément les moyens de stocker. Acheter des vins vieux, ça coûte cher. Donc il faut faire en sorte que le vin soit accessible jeune, avec un potentiel de garde. Donc, pour arriver à faire tout ça, quand on est en harmonie avec la nature, on y arrive. Parce que plus on la respecte en travaillant le moins possible avec des pompes ou avec... aujourd'hui, il y a des pompes qui font du travail incroyable. Hein. Mais moins on aura de contact avec les machines, plus la nature nous le rendra parce qu'elle aura pas du tout été agressée. Le tanin sera fin, soyeux, élégant, le vin sera brillant, il donne plaisir à regarder et il est appétant en bouche, accueillant. Et c'est ce que j'essaye de faire pour générer un maximum de plaisir. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un jeune vigneron, pour quelqu'un qui se lance, qui s'apprête à acheter une petite parcelle et qui a envie de faire son vin? Je lui dirais d'avoir confiance en lui, de croire en ses convictions et de s'entourer de personnes compétentes. C'est noté. Et puis d'aller, à mon avis, un jeune vigneron qui veut partir comme ça sur un vignoble, il est passionné. Donc oui, on a des doutes, mais en général, on n'a pas peur parce qu'on y croit. Quand on fonce sur un projet comme ça, c'est qu'on y croit et qu'on a l'ambition. Les doutes, il faut les affronter et puis y aller coûte que coûte. Le message est passé. Ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui? Mon quotidien, j'ai des enfants, donc il est rythmé par... Voilà, il y a deux vies qui se chevauchent. Le matin, j'amène mes enfants, et puis dès que j'ai amené mes enfants, je suis dans ma voiture, au téléphone, avec mes négociants, mes courtiers. Okay. Un petit coup de téléphone pour savoir où on en est dans les chais, dans les vignes, sur les différentes structures. Et puis après, j'arrive et je me joins à mes équipes. Que ce soit à la Fleur de Boire ou au Clos de Boire. Donc je jongle sur les deux propriétés. Évidemment, je vais passer un peu plus de temps sur le Clos de Boire aujourd'hui parce qu'on est une toute petite équipe. On est deux. Ah oui, voilà, c'est le début d'une équipe. À partir de deux, c'est une Après, équipe. je travaille avec quelques prestataires de services. Alors j'ai eu droit à quelques petits
quelques petites anecdotes que je peux raconter. Hein. Les prestataires de service sont souvent des hommes. Donc quand on arrive pour contrôler la taille, les gens vous regardent de haut en disant qu'est-ce qu'elle a la dame ? Elle n'est pas contente ? Je dis mais si, la dame elle est contente, mais elle est chez elle, donc elle vient juste vérifier que le travail est bien fait. Donc on a remis les choses d'équerre et le lendemain je suis repassée, j'ai eu droit à monter. Donc on apprend à travailler en étant une femme dans un milieu assez masculin, de moins en moins macho je pense. La femme a... Justement cette évolution sur... Je le pense, peut-être que je l'espère beaucoup, très fort. Et de plus en plus de femmes aujourd'hui sont dans le milieu du vin. Mais voilà. Et puis ça dépend des périodes. Donc soit ma journée est rythmée par un travail dans les chais, soit par le travail dans les vignes, soit par un tour de vigne, des dégustations, soit par l'accueil de mes négociants pour leur faire goûter mes primeurs, soit je suis très proche de mes tonneliers parce qu'on est partenaires. Le cycle du vin se réalise aussi dans les barriques. Donc on déguste à peu près tous les mois et demi avec mes différents tonneliers pour voir un petit peu l'évolution des vins. Et est-ce qu'il va falloir modifier la chauffe l'année prochaine ou modifier les origines du bois, parce qu'on parle beaucoup de la forêt de Troncé, mais elle est loin d'être la seule à fournir des vins de qualité. Et puis la forêt de Troncé est très grande, donc la notion de terroir est aussi très importante. La notion de terroir, on la retrouve aussi bien dans le terroir du vignoble que sur des hectares de forêt. Voilà. Donc ça peut être les périodes où je suis dans mes chais. Et sinon, une journée peut être aussi, je fais ma valise, je pars à New York ou je pars n'importe où. Je vais à l'aéroport, je prends mon avion. Dans l'avion, je vais préparer mes rendez-vous, je vérifie mon programme, que mes échantillons ont bien été livrés à tous les endroits, qui je vais rencontrer. Je me remets tout en tête et puis je me prépare pour soit aller rencontrer des sommeliers, soit des journalistes et faire une présentation, m'adapter à des Japonais qui vont absolument marquer aucune émotion pendant la dégustation. Donc il faut tenir bon. À la fin vous leur dites que vous avez passé un bon moment, ils vous disent oui et aucune émotion, et si je leur demande s'ils ont des questions, ils vont me dire non, parce que c'est dans leur culture de ne rien laisser transparaître. Tu voyages beaucoup ? Je voyage beaucoup. Si on n'est pas là pour rassurer les gens sur le vin qu'on a fait, raconter notre histoire, raconter des anecdotes, partager mon expérience et dire aux gens qui sont les bienvenus dans n'importe quel déchet dans lesquels on va travailler. C'est d'autres qui vont prendre la place. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de vins qui sont bons et faits partout dans le monde que la concurrence est importante. Il faut qu'elle reste loyale. Donc chacun de se positionner, de prendre sa place. Encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc on arrive à être complémentaires les uns des autres, et heureusement. Mais j'adore voyager parce qu'après, quand je suis dans mes chais pendant mes vendanges, j'ai des gens qui arrivent, ils ont retenu que je les accueillerais et ils viennent passer une journée de vendange avec moi. On prend des densités, on remplit nos courbes, ils comprennent, ils mettent vraiment une image sur ce qu'ils ont dégusté. Et puis ils ont aussi l'impression d'avoir participé au millésime avec moi, donc ils se sentent complètement impliqués dans la démarche. C'est formidable de pouvoir les accueillir comme ça va être... Mais j'adore ça. Je m'arrête jamais de travailler parce que je reçois des gens. Je suis en train de faire du houillage, je vais faire le houillage avec un groupe d'importateurs et ses clients, où je suis en train d'entonner. Alors c'est assez génial, on branche un tuyau et puis on a juste une canne mécanique et on remplit les barriques. C'est génial de les voir. Ils ont peur de faire déborder la barrique, donc monsieur commence et puis ordonne la canne à madame. Donc tu prends le risque de faire déborder ou pas la barrique. Je trouve ça, c'est des moments que j'ai adorés. Au moment des fermentations malolactiques, leur faire une chromato. Ils ont leur papier buvard et ils ont toutes les barriques numérotées. Et ils vont mettre un petit point de vin sur chaque barrique. Et ensuite on part au labo ensemble et puis ils repartent avec leur papier de chromato en souvenir dans une petite enveloppe. Ça c'est ce que vous avez fait, moi j'ai déjà mes résultats d'analyse, je sais si ma fermentation malolactique est finie ou pas, et ils repartent avec leurs souvenirs.
c'est une expérience qu'il faut faire vivre aux gens. Je leur ai fait faire aussi des contrôles de maturité. Bon, moi, il était l'heure de partir pour un contrôle de maturité. J'aurais mis un petit sachet en plastique dans les mains. Et ils ont ramassé, on discutait, on échangeait. Et puis, on est reparti au laboratoire et on a travaillé ensemble sur le contrôle de maturité. Ils savaient quand est-ce que j'allais démarrer ma vendange. Ils m'ont envoyé un mail pour savoir si la vendange s'était bien passée, si on se retrouvait bien sur les degrés potentiels d'alcool que j'allais avoir. C'est des expériences incroyables qu'on vit avec eux. C'est formidable. On peut visiter aussi tes propriétés. On peut visiter, on peut déguster, on peut partager une expérience technique dans les chais. On peut faire des cours de dégustation, des cours d'assemblage. On vous met un merlot, un cabernet franc, un cabernet sauvignon, un assemblage. Et puis à vous de faire votre assemblage à côté. Vous savez ce qu'on peut faire et ce qu'on fait chez nous avec ça. Mais vous faites, si vous préférez une majorité cabernet franc, vous faites une majorité cabernet franc. Majorité cabernet sauvignon, vous faites on vous met la blouse, vous avez vos éprouvettes, vos pipettes. Et vous repartez avec votre assemblage. Non, c'est génial. Comment on fait Vous trouvez tout ça sur le site internet. Super. On mettra tous les liens qui sont adéquats pour ça. Super. Je pense que j'ai épuisé pas mal de mes questions. J'en aurai d'autres, mais beaucoup plus tard. Donc on refera un épisode. Avec plaisir. Vous avez vu, dans quelques années. Oui, mais c'est très très bien. Il me reste 3 questions. La première, c'est est-ce que tu as un vin coup de cœur récent ou une dégustation qui t'a particulièrement marqué ? J'ai 2 coups de cœur récemment. Le premier, c'était un 31 décembre avec des amis. On a ouvert un bâtard montrachet de chez Ramonet. La famille Ramonet, je m'entends très bien avec eux. On est bons amis, donc ça me donne la chance d'avoir l'occasion d'ouvrir des grandes bouteilles. C'était en 2015 et c'était une vraie pépite, quelque chose, un moment incroyable qu'on a pu partager avec ce couple d'amis. Et puis la semaine dernière à Paris, j'étais avec des amis et puis on a ouvert une dame brune du domaine d'Embrun de chez Patrick Chen. Donc là, on est dans le Ventoux. Donc c'est pour ça que je tenais à donner ces 2 coups de cœur parce qu'on est sur de vins complètement opposés. Si on prend le caractère prix et le caractère notoriété, ça rejoint un petit peu ma manière de voir les choses. À partir du moment où on a un grand terroir, on est capable de faire un grand vin. Donc dans le Ventoux, il y a des grands terroirs, on n'en parle pas assez. Et ce vin de Patrick Chen était juste incroyable. Et puis après, on sait très bien qu'à bâtard montrachet, en général, on est rarement déçu, et surtout par les vins faits par la famille Ramonet. C'est sûr. Est-ce que tu as un livre à recommander sur le vin ? Alors moi, j'ai un jour piqué un livre sur la table de chevet de mon père. Et ce livre ne m'a jamais quitté, c'est La Passion du vin de Émile Pénaud. Ok, super. Un classique. Un classique. Mais j'ai beau le lire, le relire, et je surligne à chaque fois une phrase différente. On évolue, on mûrit et on voit les choses différemment. Et à chaque fois que je tourne les pages de ce livre, j'apprends quelque chose de différent. Et puis Émile Pénaud, c'était un grand homme. Il a été un des profs d'œnologie de mon père. Ça a été un des premiers à l'accompagner aussi quand il a pris les rênes d'Angélus et à lui donner des conseils qu'il n'a jamais mis de côté. Je sais que mon père m'en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, si vous venez chez moi, vous verrez que ce livre est toujours sur ma table de chevet. Il est toujours là, mais on mettra également un lien, chers auditeurs, si vous voulez le retrouver. Et pour finir, est-ce que tu aurais une personne à me recommander dans le cadre de ce podcast, si je devais interviewer mon prochain invité ? Alors j'aime beaucoup de gens, j'aime les gens, j'aime échanger avec eux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'y réfléchis, j'irai vers Caroline et Ludovic de Coster pour le château Fleur Cardinal à Saint-Émilion. C'est des personnes avec des vraies valeurs, des vraies convictions, une vraie passion, qui ne viennent pas du milieu du vin, qui ont eu le courage de venir jusqu'à Saint-Émilion, parce que c'est quand même... on peut parler de courage. Les gens de Saint-Émilion, en général, sont là depuis des générations, et eux sont arrivés de Limoges. Ont affronté Saint-Émilion, se sont parfaitement intégrés et ont de vraies ambitions et surtout des valeurs. Et c'est pour ça que c'est eux que je vous recommanderai aujourd'hui. C'est avec eux que nous avons ouvert le bâtard montrachet de chez Ramonet.
Voilà, on verra si c'est aussi un coup de cœur de leur côté, mais j'en ai aucun doute Là, je pense que... sur ça. Mais super, mais alors restez à l'écoute des prochains épisodes. On aura peut-être la chance de les recevoir dans les semaines, dans les mois qui viennent. On n'est pas pressé pour ça. Merci beaucoup, Coralie. Avec plaisir, merci à vous d'être venus jusqu'à Bordeaux pour nous voir. Un grand plaisir. Bordeaux a besoin de vous. C'est toujours un plaisir de venir à Bordeaux. Et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.